Salut Léon, et merci d'être venu pour témoigner de ton expérience. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter un petit peu, dire dans quel département tu étais, et puis ouais, ce que tu as fait à Lyon? Ouais, merci de faire ça, moi je trouve ça trop cool, donc c'est un plaisir de venir témoigner. Donc moi c'est Léon Walabrec, je suis en 2 IA, option sciences des données, et là je suis en 3e année. Et donc toi, t'es parti au semestre 8, donc ce qui est un peu inhabituel, entre guillemets. Oui, alors pourquoi je suis parti au semestre 8, ça se fait pas trop dans le département, la chef de département était pas hyper chaud au départ, mais je lui ai expliqué mon projet, je voulais à tout prix faire un contrat pro, et je voulais faire une expérience à l'étranger en études, en tant qu'étudiant. Je n'avais pas spécialement envie de faire un stage, et donc la seule option c'était de faire mon SI au S8. Et finalement, en fait, c'est faisable, hein. Je l'ai fait. Et puis l'avantage OS8, c'est que comme on est très peu à partir, il n'y a pas de concurrence niveau GPA. Donc moi, mon dossier, il n'a pas été comparé à d'autres, donc j'ai été pris tout de suite. C'était cool. Ouais. Et ça s'est passé à quel moment, donc les candidatures? J'ai commencé à m'y intéresser en septembre-octobre, puis le temps de faire toutes les discussions, tout ça, on m'a redirigé vers Sylvie Larguier, qui s'occupait des échanges pour le Brésil. Et ensuite, avec elle, on a monté le dossier pour envoyer à l'université. Je crois qu'elle a dû l'envoyer en novembre-décembre, et j'ai dû avoir ma réponse début janvier. Ouais, donc ça, c'était l'an dernier. Ça, c'était en 2021, ouais. C'est la rentrée 2021, et je suis parti en mars 2022. Voilà, donc faire mon S8. Premier semestre de 2e année à l'école. Oui. Et t'es parti au second semestre. Exact. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que t'es parti et comment c'était un peu là-bas, l'université, sur place? Oui. Ce que je voulais surtout, moi, c'était une destination qui allait vraiment me choquer culturellement. Donc ça commence par une différence de langue, une différence de culture, une différence de climat, de géographie. Et en essayant de trouver un peu ce qui pouvait correspondre à ces critères, c'est tombé sur le Brésil. Pour la ville, alors j'ai choisi un petit peu au pif, je connaissais rien du Brésil avant d'y partir. Je pensais même que Rio de Janeiro était la capitale du Brésil, donc c'est Brasilia au passage. Et donc pourquoi j'ai choisi Rio de Janeiro? Parce que c'était la meilleure université du Brésil, l'UFRJ, qui était proposée là-bas. Et en plus de ça, bon ça je l'ai appris par la suite, mais Rio de Janeiro c'est la capitale culturelle du Brésil. Et donc il y a plein de choses, donc c'est vachement connu pour le carnaval. Il y a le Corcovado qui est une des 7 merveilles du monde. Et il y a tout le temps des événements, des fêtes, des choses à faire. Donc de l'image que j'avais un peu du Brésil, Rio semblait cocher toutes les cases. Donc voilà, c'était parti pour Rio et l'UFRJ. Et à l'UFRJ, t'as eu quoi comme cours? Est-ce que t'as retrouvé un peu des équivalents parce que t'étais en 2 IA et t'avais pas encore commencé le vrai cœur du département? Donc, est-ce que tu as trouvé des cours qui t'intéressaient et qui pouvaient correspondre à ce qu'on faisait, au cursus? Ouais. Alors, moi, dans ma tête, j'y allais vraiment pas pour les cours, j'y allais vraiment pour l'expérience culturelle. Donc, c'était vraiment pas important pour moi les cours que j'allais choisir. Et je les ai pris un petit peu au hasard, pour être honnête. Surtout qu'une fois sur place, on les a encore changés pour que ça colle à l'emploi du temps. La chef de département, Sylvie Ranouez, a été très souple sur les crédits choisis à l'étranger. Donc en général, je pense que dans les autres départements, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça aussi. Mais comme ils savent que ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience culturelle. En général, s'il y a des crédits qui sortent un petit peu, ils appellent ça crédit d'ouverture. Moi, elle m'a dit, bon, t'as beaucoup de crédits d'ouverture, comme elle appelait ça. Donc j'avais 4 ou 5 cours au total. J'avais quelques cours de programmation, donc que ce soit programmation web ou programmation en Python. Ça c'était des cours un petit peu basiques. Après j'avais un cours ça s'appelait Novas Medias, et c'était sur les nouvelles technologies dans les médias et les télécommunications. Et on avait des intervenants de différentes entreprises du Brésil qui travaillaient dans l'IT, qui venaient nous présenter leur métier. Ça c'était super sympa, donc c'était à base de conférences 2 fois par semaine. Et à la fin, l'examen, c'était des questions de culture générale dans le domaine. Et ensuite, j'avais un cours sur qu'est-ce que j'avais ? Algorithme et programmation, ça j'ai dit.
Et le dernier, et j'ai aussi pu faire passer un cours de portugais pour étrangers. Donc ça, Sylvie, elle me l'a inclus dans mes crédits à valider. Ça, c'était super parce que ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres étrangers et puis de vachement progresser en portugais. Ouais. Les cours étaient en portugais là-bas. Ouais. Ok. Et globalement, le niveau, en dehors du niveau de la langue, le niveau des cours était correct. Enfin, en tout cas, tu t'en es bien sorti. Ouais. Alors, ils disent, quand on choisit les cours, on a à peu près les correspondances en niveau, si c'est bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Donc, j'avais quelques cours de niveau, j'avais un cours niveau bac plus 1, sinon c'était bac plus 3 et un cours niveau bac plus 4. J'ai trouvé que ça correspondait à ce niveau-là auquel je pouvais m'attendre. Donc là-dessus, c'était ni trop dur, ni trop facile par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et globalement, j'ai tout validé sans rattrapage. Et le fait que ce soit en portugais, ça t'a pas posé problème? Le fait que ce soit en portugais, pour moi, c'était un avantage. C'était une réelle motivation à apprendre la langue. Moi, j'avais jamais étudié le portugais avant. Et quand j'ai su que je partais au Brésil, j'ai commencé à m'y mettre. Et c'était une énorme motivation que de me dire que dans 2 mois, j'allais être dans une université avec des cours en portugais. Et donc, ça m'a vraiment boosté et j'ai pu apprendre le portugais. Et puis, aujourd'hui encore, je continue encore avec ma prof qui m'a aidé au début pour vraiment perfectionner. Et je parle avec tous les Brésiliens de l'école que je peux croiser dans les couloirs ou à des soirées. Et ils me disent que j'ai vraiment un bon niveau. J'ai un niveau conversationnel assez avancé après ce semestre là-bas. Donc pour ça, moi, j'ai trouvé ça super. Donc, c'est vraiment possible de partir de zéro et d'arriver à être à l'aise en portugais. Alors, je ne m'avancerai pas pour toutes les langues, mais en tout cas, pour les langues latines, je pense à l'italien, l'espagnol, le portugais. Comme c'est des langues très proches les unes des autres, je pense que oui, si à 2-3 mois à l'avance que tu t'y mets, tu peux être prêt à faire un semestre dans le pays. Puis c'est motivant parce qu'au final, t'as pas le choix quand t'es sur place de parler la langue du pays. Ouais. Ils parlent beaucoup anglais là-bas? Alors, c'est assez... y a beaucoup d'inégalités. Et donc, dans la ville, si tu vas faire tes courses ou chez le coiffeur ou je ne sais pas, il y a personne qui parle anglais. Donc, tu es obligé de parler portugais. Par contre, dans le milieu universitaire, à l'université, ouais, tous les étudiants, ils parlaient 2-3 langues. Les professeurs, c'est pareil. Les professeurs parlaient anglais. Alors, je pense que d'une manière générale, ils parlent anglais, mais en plus de ça, en étant en 2IA et en ayant choisi des modules informatiques, les professeurs avaient quand même un bon niveau d'anglais. Et j'ai même, pour certaines matières, j'ai pu négocier avec le professeur de faire l'examen en anglais quand même. Donc ça, c'était quoi? Ouais, ça te mettait plus à l'aise en tout cas. Ouais. Oui, c'était une petite pression en moins quand même. Ouais. Et donc, t'es parti tout seul. Tu connaissais personne et tu t'es jeté dans le grand bain directement. Je suis parti avec un autre élève de ma classe et un ami, Tristan Marandin, qui est maintenant en Australie. Donc, il n'a pas fini de voyager. Il a enchaîné avec une césure en Australie. Et donc, on est partis tous les deux. On a pris le même billet d'avion, les mêmes logements. Donc, ça, c'est vrai que c'était un petit confort quand même de ne pas être tout seul. Ouais. Mais ça t'a pas empêché de t'intégrer quand même et de rencontrer des personnes sur place? Alors, quand j'y étais, je me suis fait cette réflexion. J'ai vu d'autres amis internationaux qui eux, étaient partis seuls. Et je me suis dit, est-ce que je passe pas à côté d'une expérience d'y être seul à l'aventure, de m'ouvrir vraiment aux gens Et au final, une fois rentré en France, et quand j'ai revu mon ami Tristan qui est revenu à l'Est, on s'est revu sur l'Est, on a discuté et tout, je me suis rendu compte de quelque chose. C'était quand on se revoyait, on se remémorait les souvenirs ensemble, on reparlait des expériences qu'on avait vécues là-bas, avec d'autres amis qui étaient aussi dans la pièce, on partageait les souvenirs. Et ce sentiment d'avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que toi, qui était là avec toi, et ben en fait, ça a pas de prix. C'est juste magique d'avoir cette connexion. Et c'est pas pareil que de raconter à quelqu'un qui l'a pas vu, que de se le remémorer avec quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Et donc, voilà, j'ai peut-être perdu un petit peu en aventure et le fait d'y être tout seul, mais j'ai gagné ces moments-là à deux, quoi. Pas forcément de regret, mais c'était un choix, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et au niveau donc de la vie sur place, donc tu disais que tu étais là vraiment pour la culture pendant 6 mois, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as pu faire donc sur place? Tu avais beaucoup de temps libre? C'était quoi le volume horaire de cours? Alors, comme j'ai pris... Alors, normalement, non, il n'y avait pas énormément de temps libre.
C'était un petit peu moins chargé peut-être qu'à l'EMA, mais bon, il y avait des cours toute la semaine. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut choisir nos cours. Donc, tu peux choisir tes cours pour te faire un emploi du temps sympa, avoir cours, par exemple, que du lundi au mercredi et avoir le reste de la semaine libre. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Moi, j'ai essayé de prendre des cours qu'une demi-journée pour pouvoir aller en cours. Et puis, l'autre demi-journée, au départ, je surfais beaucoup à Rio. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais pas mal de cours de niveau bac plus 1, en négociant avec les profs et tout, on a pu négocier à ne pas y aller, faire les TP à distance. Et puis comme on était deux aussi, souvent il n'y en avait qu'un seul qui allait au cours magistraux, qui prenait les notes pour l'autre. Donc au final, j'allais peut-être de 2 à 4 heures par semaine en cours quand j'y allais. Puis quand on se faisait des voyages, on voulait aller un peu plus longtemps. Bon, des fois on n'y allait pas tous les deux de la semaine ou sur 2 semaines. Donc sur les cours, on s'est permis quand même de pas mal loper. Et puis les Brésiliens, c'est une culture où vraiment c'est soft, quoi. Enfin, même si l'université impose 50% de présence obligatoire au cours, bon, ce qui est déjà beaucoup plus tolérant qu'à l'EMA. J'ai vu des choses dans les salles de cours à Rio, des étudiants qui arrivent 1 heure après dans le cours, dans le plus grand des calmes, le prof qui dit rien, ou carrément des étudiants qui se lèvent après 1 à 2 heures de cours et qui s'en vont. Et puis là-bas, c'est pas mal vu, quoi. Et donc pour les activités, donc à Rio, toute l'activité en fait est pas mal concentrée sur la plage. Il y a beaucoup de sport qui se fait sur la plage, donc du foot et volley, tous les sports qu'on peut faire, du basket. Il y a des grands stades le long des plages. Il y a c'est une ville où il y a mer, montagne et forêt. Donc en fait il y a un petit peu tout. Bon, à part le ski. Tout ce que vous pouvez imaginer, des randos, du parapente, vous allez le retrouver là-bas. Voilà. Ouais, tu t'es pas ennuyé? Non, pas du tout. J'avais toujours un truc à faire. J'ai fait que 3-4 voyages hors de Rio. Et déjà à Rio, il y avait vraiment plein à découvrir. Alors culturellement, j'ai fait aussi la visite des favelas. Ça, c'est un truc qui est vraiment impressionnant. Ça, c'était cool. À Rio, il y a la favela de Rocinha, qui est la plus grande favela d'Amérique latine et la deuxième plus grande au monde après Mumbai. Donc en prenant un guide avec un groupe, un local, il nous fait visiter, il nous présente l'histoire de la favela, il nous explique le fonctionnement et c'est vraiment super intéressant et culturellement c'est riche parce qu'on découvre des choses qu'on n'a pas en Europe. Ouais, donc ça a des avantages d'être sur place pour prendre le temps de visiter vraiment tous les coins de la ville. Est-ce que tu aurais peut-être un petit top 3 des bars, des boîtes ou des restos ou des activités à faire sur place? Le top 3 de Rio, alors oui, moi il y a une rando que j'ai fait 5-6 fois à Rio, alors en fait c'est une rando, elle est au bout du quartier d'Ipanema, dans la favela de Vidigal. Et on commence en bas de la favela et on prend ce qui s'appelle un motoboy. C'est un local de la favela qui est mototaxi en fait pour les locaux de la favela et puis pour les touristes. Donc pour 1 euro, c'est 5 reais chez eux. Donc pour 1 euro, il te fait traverser la favela et comme tu es avec lui, c'est safe, lui il travaille, tu lui donnes des sous. Donc c'est quand même plus safe que d'y aller soi-même à pied, même si tu peux le faire, mais tu es quand même plus à l'aise avec un local. Donc il te fait traverser la favela, ensuite il te dépose en haut de la favela, tu fais une rando à pied de 1h30. Et là, tu arrives sur un point de vue qui surplombe tout Rio. Et c'est juste magnifique. Je l'ai fait de nuit pour assister au lever du soleil. Je l'ai fait aussi en fin de journée pour assister au coucher du soleil de ce point de vue. J'ai pas mal de photos là qui sont juste waouh. Donc ça, ce serait mon top 1. En numéro 2, je mettrais le carnaval. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, le carnaval, c'est en février. Et c'est vraiment un truc de fou parce que il y avait la représentation que j'avais du carnaval dans le Sambodromo. C'est l'endroit où défilent les chars, toutes les écoles. Et à la fin, il y a un gagnant. Mais en fait, le carnaval, donc ça dure 1 semaine. Et à côté de ça, toute la ville est un petit peu en fête pendant 1 semaine. Il y a des défilés un peu sauvages qui s'organisent de partout avec des écoles de danse locales ou des écoles de musique. Et ça crée des sortes d'attroupements un peu partout dans la ville où il y a des gens qui chantent, qui jouent de la musique, qui dansent. Tous les petits commerçants, ils viennent avec leurs petits chariots pour vendre à boire, à manger. C'est vraiment super sympa. Et la plupart des locaux ne sont jamais allés au défilé officiel
qu'on a, nous, les Européens en tête quand on pense au carnaval. Et en fait, le carnaval, pour eux, c'est vraiment, voilà, c'est une fête dans tout le pays pendant une semaine. Donc ça, ce serait mon top 2. Et le top 3, ce serait les soirées. Donc j'ai fait une boîte de nuit, j'ai été impressionné. Je m'attendais à une boîte de nuit un peu comme en Europe, avec un DJ, de la musique dans des basses et tout. Et en fait, la boîte de nuit, elle était c'était un énorme hangar avec beaucoup de monde. Et il y avait des musiciens au centre du hangar qui jouaient de la samba en live. Et donc, les gens, ils dansaient sur la musique locale avec de la musique live. Je trouvais ça super. Sinon, pour revenir un peu au logement, comment est-ce que tu as trouvé sur place? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça coûtait cher? Quelle était la solution qui existait? Donc, les logements, nous, on est partis en prenant une auberge une semaine avant de partir, en se disant, on cherchera sur place, avec les contacts qu'on se fera, les étudiants, tout ça. Donc, on s'est pris une semaine d'avance quand même, une auberge un peu au pif. Et une fois qu'on était sur place, on a visité à droite à gauche, on demandait aux locaux qu'est-ce qu'ils nous conseillaient. Et au final, on a trouvé, on s'est mis sur des groupes Facebook, on a regardé sur les sites officiels, Booking, Airbnb, tout ça. Et puis on a trouvé une colocation dans le quartier de Copacabana, qui est un des quartiers les plus prisés de Rio. C'est là où tout se passe, quoi, un beau quartier sur la plage, tout ça. Puis on s'en est sorti pour 300 € par mois en colocation. Donc c'était pas très cher. Et sinon, les prix, si tu prends un appartement à 1 ou 2, dans ce même quartier, ce serait 500 € par mois. C'était tout seul, donc c'était à 2, tu divises par 2. Donc c'est quand même moins cher qu'en France. Ouais. Et pour parler un peu de ce qui est administratif au niveau de l'immigration, est-ce que tu peux évoquer rapidement comment ça se passe dans les grandes lignes? Alors pour les visas, ils sont assez cool. Bon, comme c'est pas l'Union européenne, il faut quand même faire une demande de visa. Il y a une ambassade à Paris, et donc bon, moi étant à l'Est, j'avais pas trop envie de m'y déplacer. Et en fait, ce qui se fait pas mal, c'est de passer par une agence il y a plusieurs options à Paris qui sont en contact avec les ambassades en fait. Donc tu payes, je crois que c'est 90 € le service. Et elle te demande tous les papiers, puis elles font la demande pour toi, et puis tu as un visa étudiant. Une fois sur place, je sais que j'ai des amis allemands qui eux sont restés un semestre de plus, qui ont pu le renouveler directement sur place. Donc globalement, ça se fait bien. Pas de difficulté. Non, sans difficulté. Faut peut-être s'y prendre 2-3 mois à l'avance pour quand tu fais ton visa à l'ambassade de Paris avant de partir. Mais c'est nous. Ouais, pour être sûr d'avoir les autorisations avant de prendre les billets d'avion, est-ce que... Alors, moi, ils m'ont demandé mes billets d'avion au moment de la demande de visa quand même. Ok. Donc c'est l'inverse plutôt en fait. Ouais. D'abord les billets d'avion, Ouais. ensuite les papiers. Ouais. Normalement, si tu as tes billets d'avion à 3 mois, tu es sûr d'avoir ton visa, donc tu peux les prendre avant de faire le Ok. Et pour conclure, est-ce que tu aurais d'autres remarques par rapport au SEO, ou même peut-être un conseil que tu voudrais donner à un étudiant qui serait en train de choisir ses voies de mobilité? Alors, s'il y en a... Moi, mon année, si on faisait un contrat pro, on était exempté de SEO. Et moi, je l'ai su un peu tard. Du coup, j'ai fait un SEO quand même. Alors que mon projet, c'était surtout de faire un contrat pro. Et après avoir fait les deux, franchement, si vous avez aussi cette condition que si vous faites un contrat pro, vous êtes exempté de SEO, je vous conseille quand même de faire un SEO si vous en avez l'opportunité. Parce que si ce n'est pas mon top 1, c'est un des top trucs que j'ai pu faire pendant ma scolarité à l'ES. C'était une expérience vraiment incroyable qui m'a tellement ouvert, fait découvrir une autre culture, apprendre une autre langue, fait prendre beaucoup de recul sur ma vie, sur ce que je veux faire plus tard, puis découvrir d'autres personnes. Maintenant j'ai des amis un peu à l'autre bout du globe, donc c'est super cool. Et puis plein de souvenirs. Donc j'encourage fortement l'expérience. Ouais, ça donne envie de voyager. Ouais. Et merci beaucoup Léon, merci d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi Léna, c'était un plaisir. Puis si les auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me DM, ce serait un plaisir de continuer à partager avec eux. Super, merci.